Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et j'espère que vous finirez l'année en beauté et en bonne santé. Ça, c'est très important. Alors sur cette première vidéo, les amis, on va parler de Bruno Retailleau, en tête de l'opinion française, on nous explique sur LCI. Ah bon? Oui les amis, mais juste sur les questions de l'immigration, parce que sur le pouvoir d'achat des Français, ça, il s'en bat la cacahuète. Avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Spécialiste de l'opinion qui disait l'opinion est retailliste. Vous êtes d'accord avec ça? En partie oui, mais il faut une petite précision quand même, et d'accord avec Bruno Retailleau sur les questions de sécurité et d'immigration. L'opinion publique française ne partage pas forcément les opinions économiques et sociales ou sociétales de Bruno Retailleau, même si quand il s'exprime, et c'est bien normal, il est ministre de l'Intérieur, il ne parle que de son champ de compétences, et d'ailleurs il a raison de l'être, parce que sur les autres questions, je pense qu'il est en opposition totale par son discours conservateur sur les questions sociétales et libérales sur les questions économiques, il est en opposition totale avec ce que souhaitent les Françaises et les Français. Mais oui, c'est le poids lourd, c'est la révélation de ces 3-4 derniers mois. Ça en a fait un poids lourd. Il a de toute façon réussi à imposer sa volonté à l'échelle de son parti. On sait très bien que Laurent Wauquiez n'a pas personnellement intérêt à ce que les Républicains soient partie prenante de ce socle commun, et pourtant il n'a pas pu s'y opposer parce que Bruno Retailleau, bien oui, c'est le nouvel homme fort, c'est la personnalité au sein du parti, et elle a fait campagne pour rester à ce poste. Il est l'homme fort de la droite désormais. Il est l'un des hommes forts de la droite désormais, et pas forcément la personnalité la plus forte, mais ça peut venir. Bruno Retailleau, il a besoin de temps. Il a beaucoup parlé, ça allait dans le sens de l'opinion, il est devenu populaire, ce qu'il propose a l'assentiment des Français. Maintenant, il a besoin de temps, et c'est pour ça qu'il a tout fait pour rester dans ce second gouvernement après Michel Barnier. Pourquoi? Parce que maintenant arrive l'épreuve des résultats. Il a beaucoup parlé, ça s'est très bien passé dans l'opinion. Maintenant, il faut que les chiffres aillent dans le sens de ce qu'il veut. Et pour ça, c'est pas en 1 mois, 2 mois ou 3 mois que les statistiques en matière d'insécurité ou d'immigration vont changer. Je vous le dis les amis, ne vous trompez pas, ça reste une bande de copains qui se donnent le pouvoir quand l'autre est grillé. Que ça soit des soi-disant gauchistes comme Manuel Valls ou des droitards comme Bruno Retailleau, ils font tous partie du même paquet, du même package comme on dit. Ces personnes-là, ne vous trompez pas, ils se connaissent tous, ils mangent tous ensemble et ils se gaffent tous ensemble, ça c'est très important, sur le dos de l'argent des Français. Et Bruno Retailleau, je le répète, ne veut pas améliorer le confort des Français, non les amis. Il veut juste gicler l'immigration en France. Et quand je dis l'immigration, c'est toute l'immigration. L'augmentation du SMIC, il le veut pas. La baisse de l'électricité et du gaz, il la veut pas. Et là, on va passer à la deuxième vidéo. Je vous ai trouvé une archive de 2016, où on voit Georges Fenech révéler que Macron, ministre de l'économie, levait des fonds en Angleterre pour En Marche. À cette époque, Macron critiquait les ministres et maires, ce qui avait rendu fou furieux Manuel Valls. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Macron, Valls, le clash, Natacha Rios avec Benjamin Chambost. C'est une séance de questions au gouvernement, comme il y en a toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, le député des Républicains Georges Fenech prend la parole. Il s'adresse à Manuel Valls. Monsieur le Premier ministre, le 14 avril dernier, votre ministre de l'économie, Emmanuel Macron, se déplaçait en visite officielle à Londres pour participer à une conférence sur l'Europe afin de dénoncer les dangers du Brexit. C'est d'Emmanuel Macron dont il s'agit, mais il demande des comptes au chef du gouvernement. Et là où le bas blesse, c'est lorsque nous apprenons par la presse qu'à cette occasion, le ministre de l'économie a parallèlement effectué une levée de fonds pour, semble-t-il, son micro-parti En Marche. On évoque même la somme astronomique de quelques 12 millions d'euros. Le regard de Manuel Valls en dit long. Emmanuel Macron lui propose de répondre à sa place. L'échange est tendu. Le Premier ministre refuse. Finalement, Jean-Marie Le Guen fait signe au perchoir. C'est bien le chef du gouvernement qui va prendre la parole. Il n'y a eu aucune levée de fonds particulière pour je ne sais quelle association. Manuel Valls tourne le dos à son ministre de l'économie et glisse une remarque appuyée. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons tous, et c'est le cas, c'est que les membres du gouvernement soient pleinement et totalement engagés dans leurs tâches. La question de Georges Fenech a réveillé la colère du Premier ministre. De retour sur son banc, il recadre Emmanuel Macron et lui demande plus de clarté. Il lui rappelle ses propos tenus la veille dans le journal Sud-Ouest. Dans l'article, le ministre de l'économie met en cause une caste politique. Il évoque des gens qui ont été maires et premiers ministres. Manuel Valls a pris personnellement cette attaque et devant les caméras, il ne se tient plus. Merci Monsieur le Président. Ma question c'est à Monsieur le Premier ministre. La lutte contre la menace terroriste et contre ses racines est un des combats
qui s'impose à notre temps. Elle appelle de la détermination, de la rigueur. Au milieu, Michel Sapin et Myriam El Khomri font comme si de rien n'était. Mais la scène, inhabituelle, ne passe pas inaperçue. C'est la première fois qu'on voit cette animosité se manifester. Bref les amis, vous l'aurez bien compris, c'est une partie de magouille. Ce qui se passe dans la politique d'Emmanuel Macron, que ça soit Manuel Valls, ou que ça soit Emmanuel Macron, ou que ça soit tous ces gouvernements qui nous prennent pour des jambons, ces personnes-là restent des opportunistes. Et en parlant d'opportunités les amis, je vous ai sorti des archives où on voit ces mercenaires en pleine action. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Tout à l'heure, est-ce que En Marche, c'est pas un parti jeune? Mais c'est un parti de quoi? Moi, j'ai du respect pour les écologistes, même le Parti socialiste. Il est fondé sur une doctrine, une idéologie, des convictions. On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Ah non, mais je veux leur dire quand même que le responsable de cette crise, c'est Emmanuel Macron. Il a fait une dissolution totalement improvisée, dans une sorte de bouffée d'orgueil pour se venger des mauvais résultats que son mouvement avait accusés au niveau européen. Et il nous a proposé justement une dissolution pour clarifier. Et au total, cette dissolution apporte encore plus de confusion. C'est Emmanuel Macron. Ah non, pas du tout, parce que c'est un candidat de gauche, donc ça c'est un sujet entre gens de gauche. Sauf qu'on voit que là, il y a Haro à droite sur Emmanuel Macron, vous traitez-vous d'adolescent, de Beppe Grillo en Giorgio Armani, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat de l'establishment. D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans notre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région, il va en Bretagne, il y a des illettrés, il va en Guadeloupe, il s'expatrie, il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre, donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Qu'à travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Pour moi, il faut que vous sachiez ça. C'est absolument central. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prennent le pas sur la politique. Et voilà les amis, ce sont tous des opportunistes, des personnes qui ont nié leurs propres paroles. Ces personnes-là crachaient sur Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pourquoi quelques années plus tard, on les voit dans le même gouvernement? Posez-vous la question pourquoi les amis. Et sur cette vidéo, on a Ségolène Royal, oui, la chroniqueuse de TPMP, celle-là, nous explique que ça fait mal de revenir sur les spécialistes du 49.3, brutalité produisant des crises sociales cruellement réprimées et qui sont aussi les auteurs de la taxe carbone et de la déchéance de nationalité. On a besoin d'une démocratie vivante, faite surtout de respect. Les amis, regardent la vidéo et on fait une petite réaction. On est dans une crise, au fond, on est dans une crise démocratique. Au fond, on est dans une crise démocratique. Ça, personne ne le conteste. Hein. Et la démocratie, c'est à la fois la confiance, c'est la co-construction des solutions qui sont à venir, et c'est le respect du vote populaire. Et ce qui surprend quand même dans ce gouvernement, on voit que c'est aussi repris dans la presse internationale. Je dis ça parce que quand on a un doute sur l'évaluation de la situation, on regarde ce qui se dit dans la presse internationale, quelles que soient les opinions politiques des journaux concernés, et on voit un regard sur les institutions françaises. C'est qu'on fait revenir dans ce gouvernement les deux spécialistes du 49.3 et qui sont numéro 1 et numéro 2 du gouvernement. Ça veut dire que Madame Borne, selon vous, c'est une erreur de casting dans le nouveau gouvernement? Je pense que c'est très agressif en fait, parce que c'est une gouvernance agressive et que là on a besoin d'accalmie et que la question de l'élargissement vers la gauche n'a pas pu se faire et qu'en plus on se prend les deux qui ont fait le 49.3, 22-49.3 pour Madame Borne sur la question de la réforme des retraites contre laquelle tous les Français se sont dressés. Donc c'est le contraire de la confiance et de la co-construction que j'évoquais tout à l'heure. Emmanuel Valls qui a fait le 49.3 sur la loi travail. Et moi, je m'en souviens, j'étais au gouvernement. Avec toutes les manifestations liées à ce moment-là. Et le premier manifestant mutilé, c'était pendant Manuel Valls, c'est-à-dire à Rennes, je me souviens, la répression. Et Madame Borne, c'est aussi la taxe carbone qui a conduit aux Gilets jaunes. Et derrière, la répression... Donc ça veut dire qu'aussi, ils scellent un peu leur avenir dans la difficulté. C'est pas ça, c'est pourquoi ce choix. Pourquoi ce choix démocratique? On avait besoin d'élargir vers la gauche et on avait besoin d'une autre balance basée sur la confiance et le dialogue. Et c'est ça le problème, on nous a mis les mêmes pitres qui nous ont torpillé notre pays depuis une décennie quand même.
Manuel Valls, va falloir être sérieux 5 minutes. Cette personne-là était ministre français. Les Français ne le supportaient plus. Quand il a vu Manuel Valls qu'il n'avait plus aucune opportunité politique en France, il s'est extradé en Espagne en pensant être maire d'Espagne. Mais les Espagnols, pas si bêtes la bête. Ils ont des informations quand même. On n'est plus au Moyen-Âge. Et ça, ils l'ont oublié. Il était hors de question qu'ils rentrent dans le même bateau qu'eux. Vous le pensez bien qu'un pantin qui a dévalisé et ruiné la France, les Espagnols ne l'accepteront jamais dans le bateau, alors que leur bateau a déjà des fuites. Et pour finir en beauté les amis, sur cette vidéo on va voir Taubira détruire Darmanin en 40 secondes seulement. A autant de toiles d'araignée dans la tête. Lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente, moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien.